Bonjour tout le monde. Merci à vous tous qui êtes là aujourd'hui connectés pour le live de ce soir. Alors aujourd'hui, j'ai en titre de ce live l'échec économique de Faure Gnassingbé. Et j'aurais pu compléter. Malheureusement, nous sommes limités en termes de lettres que l'on peut utiliser dans la constitution d'un titre pour TikTok. Mais la continuité aurait été quel modèle économique pour le Togo? Et je voudrais à travers ce live avoir partagé en fait mes analyses, mes réflexions sur la situation économique dans laquelle se trouve notre pays, le Togo, après 60 années pratiquement de dictature, de modèles politiques et économiques néocoloniales que nous subissons de la part de la famille des Gnassingbé au Togo. Tout récemment, de la famille des Gnassingbé au Togo. Tout récemment, tout récemment, excusez-moi, lors de certaines recherches que j'effectuais, j'ai découvert que la balance économique du Togo a été déficitaire depuis plus de 45 ans. C'est-à-dire que ça fait 45 ans que le Togo n'a jamais eu de balance économique positive. Alors, c'est quoi une balance de paiement en fait? La balance de paiement, c'est un concept qui est très simple. Je vais essayer d'utiliser des termes assez accessibles pour pouvoir l'expliquer. Alors, c'est la somme des entrées et des revenus financiers dans un marché ou bien dans un pays. Par exemple, si vous avez une entreprise, il y a des dépenses que vous faites en tant que propriétaire de l'entreprise, à savoir les salaires, les factures, les impôts, le bail, etc. Puis, il y a les revenus que vous avez en tant qu'entreprise, de la part des produits que vous vendez ou bien des actifs, etc. Alors, quand on fait la balance, c'est-à-dire que on essaye de totaliser les revenus, les dépenses, le reliquat de cela indique ce que l'on appelle la balance de paiement. Alors, de la même manière que pour les entreprises, si vous effectuez plus de dépenses, c'est-à-dire que plus d'argent sort de l'entreprise que d'argent ne rentre dans l'entreprise, c'est que vous avez une balance qui est négative et qui est déficitaire. Ce qui veut dire que vous êtes en train de faire faillite. Et quand c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous avez plus de revenus que des dépenses, cela veut dire que vous avez effectué un profit. Cela s'applique également pour les nations. Et comment est-ce que la balance de paiement des nations est calculée? Eh bien, l'on regarde toutes les entrées en ce qui concerne les investissements, les transferts d'argent, même l'argent que les gens envoient de l'étranger, la diaspora, etc. Les ressources naturelles que le pays vend, parce que ça fait rentrer de l'argent. Les produits que nous exportons, que nous exportons, parce qu'en exportant, nous vendons, que l'argent rentre. Et de l'autre côté, maintenant, on regarde ce que nous avons fait sortir comme argent. Les dépenses de l'État, de l'argent qui a été utilisé pour rembourser les dettes, de l'argent qui a même été sorti pour même payer les études pour ceux qui envoient leurs enfants à l'étranger. Le tourisme, par exemple, dans les deux sens, les touristes qui sont venus au Togo, comme les Togolais qui sont partis en tourisme ailleurs.
les produits qui ont été importés par les Togolais, les ressources financières qui ont été placées avec les banques togolaises. Et quand on fait le total, on essaye de voir maintenant si plus d'argent est rentré dans le pays ou sorti du pays. Et dans le cas du Togo, ça fait plus de 45 ans que chaque année, plus d'argent ne sort que d'argent ne rentre. Chaque année. Ce qui veut dire que, techniquement parlant, nous sommes en faillite de façon systématique depuis 45 ans. Sous Eyadema, lui-même, et depuis que Faure est président, il n'y a pas eu une seule année, durant les bientôt 20 ans de règne de Faure Gnassingbé, que nous avons eu une balance qui a même été égalitaire. Chaque année, depuis que Faure Gnassingbé est président, et 25 années précédant lui son règne, le Togo a toujours été en faillite. Mais nous allons essayer de voir les chiffres. Selon la BCEAO, en 2023, nous avons eu une faillite de 198 milliards de francs CFA. 198 milliards de francs CFA que nous avons eu comme faillite en 2023. Quand on fait la moyenne de notre taux de faillite, la moyenne annuelle de notre taux de faillite depuis 1985, nous avons une moyenne de 90 milliards de francs CFA. De 1985 à 2023, quand on fait les totaux de la faillite que nous avons eu comme État chaque année, et on divise maintenant par le nombre d'années, de 85 à 2023, je pense ça fait 33 ans. En moyenne, nous avons une faillite de 90 milliards de francs CFA. Mais l'année dernière seule, notre taux de faillite était de 190 milliards de francs CFA. Alors, quand les gens disent qu'au Togo, l'argent ne circule pas, ce n'est pas une simple exclamation. C'est une réalité. Parce que nous sommes un pays en faillite. Et ça fait 45 ans et plus que nous sommes continuellement en faillite. Imaginez gérer une entreprise pendant 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans, dans la faillite totale. C'est-à-dire que chaque année, vous dépensez plus que vous ne faites revenir d'argent. Et personne ne les dérange dans cette gestion catastrophique. Nous allons maintenant essayer de voir, en ce qui concerne l'argent qui rentre au Togo, d'où est-ce que ça... Nous allons maintenant essayer de voir, en ce qui concerne l'argent qui rentre au Togo, d'où est-ce que ça provient? D'abord, vous avez les investissements. Ensuite, vous avez les aides au développement que l'État togolais obtient des différents pays de par le monde. L'Allemagne, le Japon, les États-Unis, la Chine, la France, l'Angleterre, etc., l'Union européenne, etc. Vous avez les exportations, les produits agricoles, les produits miniers que le Togo exporte. Et vous avez également certains produits que les Togolais miniers que le Togo exporte. Et vous avez également certains produits que les Togolais produisent qui ne soient forcément des produits naturels. Et vous avez maintenant l'argent que la diaspora togolaise envoie au Togo. Permettez-moi de vous choquer, mais les données indiquent que l'argent que les Togolais envoient de la diaspora chaque année au Togo surpasse l'ensemble
des investissements que le Togo reçoit, ainsi que de l'aide publique au développement que le Togo reçoit de tous les pays combinés. C'est-à-dire que l'aide au développement que le Togo reçoit de toutes les nations du monde que j'ai citées précédemment, France, Allemagne, États-Unis, le plus grand partenaire, je crois, c'est donateur, c'est l'Allemagne, Union européenne, Chine, Japon, Corée, etc. Toute l'aide que ces grands États donnent au Togo n'atteint même pas la moitié de ce que la diaspora togolaise envoie au Togo chaque année. Ce qui veut dire que le principal financier du Togo, c'est la diaspora togolaise. La diaspora togolaise envoie en moyenne 650 millions de dollars au Togo chaque année. 650 millions de dollars au Togo chaque année. Et ces 650 millions de dollars, l'équivalent en francs CFA, c'est je crois 300 milliards, équivaut à 8,5% de notre produit national brut. L'argent que la diaspora togolaise envoie pour la subsistance de ses parents, de ses proches, c'est 650 millions de dollars et ça dépasse de plus du double l'aide publique au développement que le Togo reçoit, ainsi que l'investissement que le Togo reçoit. Et j'ai ici les chiffres en fait, en ce qui concerne les Togolais des différentes diasporas qui envoient le plus d'argent au Togo. Dans le top 10, nous avons la diaspora togolaise aux États-Unis, qui envoie au total 47 millions de dollars chaque année. 47 millions de dollars chaque année. Pratiquement 25 milliards de francs CFA. Ensuite, ce chiffre m'a par contre beaucoup étonné. Le pays, la diaspora togolaise qui vient en deuxième position, c'est la diaspora togolaise au Gabon. Et oui, la diaspora togolaise au Gabon envoie 44 millions de dollars au Togo chaque année. À peu près 20 milliards de francs CFA. En troisième position, qui m'a aussi étonné, c'est la diaspora togolaise en Espagne. La diaspora togolaise en Espagne envoie 29 millions de dollars au Togo chaque année. En quatrième position, la diaspora togolaise en France, qui envoie 22 millions de dollars chaque année. En cinquième position, c'est la diaspora togolaise en Côte d'Ivoire, qui envoie 18 millions de dollars chaque année. En sixième position, c'est la diaspora togolaise au Burkina Faso, qui envoie 12 millions de dollars chaque année. En septième position, septième ou huitième, c'est la diaspora togolaise au Congo, le Congo-Brazzaville, qui envoie 8 millions de dollars chaque année. En neuvième position, la diaspora togolaise en Allemagne, qui envoie 7 millions de dollars chaque année. Voici, en gros, d'où provient une forte partie de l'argent qui permet aux citoyens togolais de subsister. Ce qui veut dire que si du jour au lendemain, les Togolais de la diaspora arrêtent d'envoyer de l'argent au Togo, ce pays s'écroule. Je répète encore. Quelqu'un a posé une question et la Suisse n'est pas dans les 10 premiers. Si du jour au lendemain, la diaspora togolaise arrête d'envoyer de l'argent au Togo, ce pays s'écroule. Nous avons donc un pays
qui est géré de la façon la plus catastrophique par des personnes qui pratiquent ce que l'on appelle en termes économiques et académiques l'économie extractive. C'est quoi l'économie extractive? L'économie extractive, c'est le modèle économique qui a été appliqué par les puissances coloniales. Dans l'économie extractive, nous avons le terme extraction. Cette économie consiste à sortir les ressources naturelles, financières et même humaines d'un pays donné vers un autre. La réalité est que quand les colons ont fait semblant de partir, parce que nous savons que dans le cas du Togo, ils ne sont pas partis, les laquais qui ont été imposés au peuple togolais en la capacité de Faure Gnassingbé et avant lui son papa, ont continué la pratique de l'économie extractive. L'économie extractive n'a pas pour but de développer le pays duquel les ressources financières, humaines, naturelles sont extraites. Elle n'a que pour but de fournir ces ressources-là à ces nations qui extractent ces ressources. Quand on regarde le contexte togolais, on compare le taux de fuite des capitaux à nos revenus, nous avons l'un des taux de fuite des capitaux les plus élevés de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'avec le modèle économique extractif que nous avons, aussi bien les compagnies soi-disant multinationales qui viennent au Togo que ceux qui dirigent les Togolais ne gardent pas l'argent qu'ils produisent sur le marché togolais. Ce qui veut dire que tous les profits que ces compagnies font au Togo est sorti du pays. Là encore, c'est une sortie qui n'est pas illicite, mais ça sort quand même. Mais au-delà de cela, vous avez maintenant l'argent illicite qui est sorti. Et l'argent illicite, c'est quoi? C'est l'argent de la corruption. Les personnes qui nous dirigent et qui détournent les fonds de l'État, qui créent des compagnies fictives pour se distribuer des marchés publics, qui surfacturent l'État, cet argent qu'ils gagnent, ils ne le gardent pas au Togo. Ils le sortent du Togo. Figurez-vous que quand on regarde par exemple Sina Lawson, qui est ministre de Faure Gnassingbé depuis plus de 15 ans, parce qu'au Togo, être ministre, c'est un métier. Sina Lawson a acheté des actions considérables dans une compagnie de télécommunications au Portugal. Son nom avait été cité dans les Panama Papers. Vous regardez également les autres barons du régime, les ministres, ceux qui dirigent les agences de l'État comme l'OTR, le port autonome de Lomé, la société de production de phosphate, etc. Tout l'argent qu'ils détournent, ils le sortent du pays. Si au moins cet argent était gardé au Togo, dans les banques togolaises, cet argent pourrait être... Si au moins cet argent était gardé au Togo, dans les banques togolaises, cet argent pourrait être... Si au moins cet argent était gardé au Togo, dans les banques togolaises, cet argent pourrait être... Si au moins cet argent était gardé au Togo, dans les banques togolaises, cet argent pourrait être... Mais l'argent ne retourne pas dans l'économie togolaise. C'est de l'argent qui est puisé, qui est sorti
Et donc, nous sommes dans une situation où on nous pompe toujours et on ne remplit jamais. C'est la raison pour laquelle, depuis plus de 45 ans, ce régime et on ne remplit jamais. C'est la raison pour laquelle, depuis plus de 45 ans, ce régime fait faillite chaque année. Nous avons une balance de faillite chaque année. Nous avons une balance de paiement. Nous avons une balance de paiement de l'exploitation dont il est victime. De l'exploitation dont il est victime. Dans n'importe quel pays qui est développé, les données indiquent que les éléments principaux qui ont contribué à la stabilité économique et à l'essor économique de ces pays sont, primo, la gestion transparente économique de ces pays sont, primo, la gestion transparente des ressources, la justice fiscale, tertio, la responsabilité budgétaire. Je vais reprendre la gestion transparente, la justice fiscale et la responsabilité budgétaire. Voilà 3 éléments clés qui permettent au pays de ne pas vivre en faillite comme Togo. Laissons de côté les grands projets. On va investir dans la technologie, on va investir dans la science, on va investir dans ceci et cela. C'est bien beau. Certains pays se focalisent sur 1 ou 2 industries et s'en sortent très bien. On peut choisir d'investir, je sais pas, dans la science, ou bien même le tourisme est une industrie. Quand on regarde par exemple des pays comme l'île Maurice, ils dépendent quasi entièrement du tourisme, presque. On choisit d'investir dans l'agriculture, je sais pas, dans l'élevage, dans la communication. Peu importe les choix industriels des pays, les éléments clés qui permettent à ces pays de ne pas sombrer économiquement, ce sont ces 3 choses dont j'ai parlé. La transparence dans la gestion, la justice fiscale et la responsabilité budgétaire. Je vais m'appuyer sur l'exemple de certains pays qui, il y a cela 30 ans par exemple, n'étaient pas considérés comme des nations riches, mais qui au fil des dernières décennies ont quand même pu s'enrichir. Prenons par exemple les pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Ces pays ont eu une croissance économique fulgurante, mais pas qu'une croissance économique fulgurante. Ils ont eu aussi une forte amélioration des conditions de vie des citoyens. Parce que c'est une chose que de produire plus et d'avoir plus de revenus en tant que pays. Et c'est autre chose que ces ressources soient bien réparties au sein des populations. Mais allons étape par étape. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ces 3 piliers principaux? C'est parce que quand on regarde le Togo, nous ne remplissons aucun des 3 critères. Nous n'avons pas une gestion de nos ressources responsable. Ça, c'est clair. Il n'y a pas un seul Togolais qui dira le contraire. Eux, c'est-à-dire les dirigeants togolais, et nous,
c'est-à-dire le peuple togolais, sommes conscients de la gabegie extrême au sommet de l'État, du gaspillage de ressources qui se fait par les dirigeants togolais, de la corruption extrême qui existe dans toutes les entités publiques, du plus petit jusqu'au sommet. Il n'y a pas une institution publique au Togo où la corruption n'existe pas. C'est inimaginable, c'est inconcevable. La corruption a tellement été normalisée que nous en avons fait une culture. À tel moment même qu'on penserait que la corruption, c'est notre coutume. C'est-à-dire on est né avec. Dans toutes les entités publiques, la corruption existe. Donc, en termes de gestion responsable, zéro. Secondo, en termes de justice fiscale. C'est quoi la justice fiscale? La justice fiscale, c'est quand on s'assure que le paiement des impôts se fait de façon juste, raisonnable et équitable. Dans le cas du Togo, ce sont les pauvres qui payent les impôts et les riches, eux, ne payent pas. Ce sont les dirigés, les gouvernés qui payent les impôts et les dirigeants, les gouvernants ne payent rien. Ce sont les petites entreprises, les débrouillards qui payent les impôts et les grandes compagnies ne payent rien. Ça, c'est l'injustice fiscale. Parce que les revenus d'un État dépendent majoritairement, pour la plupart des pays, des revenus fiscaux. Mais quand vous avez un pays où ceux qui sont responsables de la collecte des impôts, eux-mêmes ne payent pas les impôts. Vous savez, dans la plupart des pays qui ont ce qu'on appellerait aujourd'hui une gestion transparente, ou bien on peut même parler de démocratie, les impôts payés par les dirigeants sont du domaine public. Vous devez pouvoir chercher et trouver l'impôt qu'a payé, les impôts qu'ont payé, les députés, les ministres, les maires, les fonctionnaires, le président de la République, les directeurs d'agences étatiques. Vous devez pouvoir vérifier les impôts qu'ils ont versés à l'État. Dans le cas du Togo, est-ce qu'il y a un seul Togolais qui sait combien d'impôts payent les ministres togolais? Combien d'impôts paye Faure Gnassingbé? Combien d'impôts paye le directeur du port autonome de Lomé? Combien d'impôts paye le directeur de la SAZOF? Combien d'impôts paye le directeur de la Loterie nationale du Togo? Combien d'impôts paye le directeur de l'OTR? Combien d'impôts versent à l'État ceux qui sont à la tête de la gouvernance du pays? Pourquoi est-ce que je me concentre d'abord sur eux? Parce que quand on regarde l'ensemble du pays, ce sont eux les plus riches. Le SMIC au Togo est apparemment aujourd'hui de 50 ou 60 000. Mais le salaire d'un ministre au Togo est de 3 500 000 francs. Le salaire moyen. Le salaire moyen de député togolais est de 1 700 000 francs. Et si vous m'aidez avec les calculs, vous verrez donc que les ministres togolais, ceux qui dirigent les agences publiques, l'OTR, la Lonato, gagnent 200 à 300 fois plus que le citoyen lambda. Dans un pays normal, ce sont eux qui devaient payer le plus grand pourcentage d'impôts. L'imposition se fait en fonction des revenus. Celui qui gagne 50 000, on considère qu'avec le coût de vie, cette personne ne devrait même pas payer d'impôts.
Un commerçant dont les revenus, les profits n'atteignent même pas 50 000 francs par mois ne devrait même pas payer des impôts dans un pays normal. Une personne qui gagne peut-être 100 000 paierait peut-être 5% d'impôts. Quelqu'un qui gagne 200 000 francs paierait peut-être 10%. Ainsi de suite. Dans un pays normal, plus vos revenus sont élevés, plus le pourcentage d'impôts que vous payez est élevé. Et dans les pays qui ont des systèmes, des modèles économiques qui sont basés, fortement basés sur le social, c'est-à-dire où l'État fournit beaucoup de services aux populations, à savoir la protection, l'assurance maladie, l'éducation gratuite, etc. 70 à 80% des impôts sont prélevés sur à peine 20 à 30% de la population, c'est-à-dire les plus riches. Car on considère que quand votre revenu est très bas, vous prélevez plus d'impôts, c'est vous forcer à vivre dans une pauvreté abjecte. Ça ne rend donc pas service à l'État de prélever des impôts à quelqu'un qui déjà vit dans la précarité. Alors, quand on parle de justice fiscale, c'est s'assurer que le taux d'imposition est équitable, est juste. Et je ne parle pas d'égalité, mais je parle d'équité. Parce que l'égalité aurait voulu qu'on dise que, bon voilà, les impôts c'est 25% pour toute la population. Que vous gagnez 50 millions le mois ou que vous gagnez 50 000 francs le mois. Mais l'équité, c'est qu'on comprenne que celui qui gagne 50 000 francs et contribue 25% de ces 50 000 francs aux impôts, vivra dans des conditions très difficiles comparé à celui qui gagne 50 millions de francs CFA. Alors là, l'on prélèvera plus, c'est-à-dire peut-être jusqu'à 40% à celui qui gagne 50 millions et on prélèvera moins ou bien rien du tout à celui qui gagne à peine 50 000 francs. Nous n'avons pas de justice fiscale au Togo. Au Togo, nous avons une dictature fiscale. Ça va même au-delà de l'inégalité. Nous avons une dictature fiscale. Le principal appareil oppressif de l'État togolais, c'est l'OTR, l'Office togolaise des revenus. En Mina, on dira Osonakpora Moji, c'est ce qu'ils pratiquent au Togo. Ils imposent les impôts comme ils veulent. Ils font des redressements fiscaux comme ils veulent. Ils ont des problèmes particuliers avec vous, même politiques avec vous. Automatiquement, on vous colle des impôts sans tête ni queue. Les impôts au Togo, c'est un outil de répression de la population. Donc, nous n'avons pas de justice fiscale. Venons-en au second point. J'ai parlé de... Non, le troisième point, j'ai parlé de la gouvernance transparente qui est inexistante, car nous savons tous que au Togo, c'est la corruption. Le deuxième point, j'ai parlé de la justice fiscale. Et le troisième point maintenant, c'est la gestion responsable des ressources naturelles. Là, c'est encore le summum de la médiocrité. Presque toutes les entreprises minières togolaises ont fait faillite. Ont été vendues, revendues, réachetées, revendues, réachetées, revendues. Depuis le temps des Yadema, réacheté, revendu, réacheté, revendu. Depuis le temps des Yadema, presque toutes les entreprises minières togolaises ont fait faillite. À cause de la gestion complètement macabre, piteuse de nos ressources naturelles. Et Adema et son fils appellent le directeur. J'ai besoin de 15 milliards. L'argent le leur envoie.
Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un scandale qui s'est déroulé au Togo au début des années 2010. Entre 2010 et 2013, je ne me rappelle plus précisément. À l'époque, Togo Télécom appartenait encore à part entière à l'État togolais. C'était avant qu'ils ne vendent aussi Togo Télécom. Le directeur de Togo Télécom à l'époque, qui était un ami très proche de Faure Gnassingbé, avait été suspendu, mis à pied on dirait, parce qu'il n'a même pas été renvoyé, pour corruption, parce qu'après des audits, 17 milliards de francs CFA auraient disparu des caisses de Togo Télécom. 17 milliards de francs CFA. Et ce monsieur, quand il a été questionné sur le pourquoi de cette disparition, il a simplement sorti une phrase, ou plutôt une question. Allez demander au président Faure comment est-ce qu'il a financé la campagne électorale de 2010. Cela a été sa réponse. Ce que ce monsieur veut véhiculer, c'est quoi? C'est que c'est avec l'argent de Togo Télécom que Faure Gnassingbé a financé sa campagne électorale de 2010. Mais nous sommes tous conscients qu'au Togo, que qui dit campagne ne veut pas dire imprimer des t-shirts, distribuer des produits promotionnaires. Ça même d'ailleurs, le RPT Unir lui-même n'achète rien. Ce sont les sbires du régime qui offrent ces choses aux partis. Parce qu'en échange, ils attendent des postes, ils attendent des marchés. Donc vous allez voir les barons du régime offrir 100 000 tricots, 200 000 casquettes, 50 000 paires de chaussures. Et ils vont même jusqu'à imprimer, à faire du n'importe quoi, jusqu'à faire des spaghettis personnalisés, des riz personnalisés, des bouteilles de bière personnalisées, des bouteilles de champagne personnalisées avec Faure Gnassingbé et son logo dessus. Ça, ce sont les zélés du régime qui font ces trucs-là pour s'assurer que ils auront des postes et ils auront des marchés. Quand le régime se fera reconduire lui-même. Mais l'argent qu'il puise des agences de l'État, des compagnies étatiques et des compagnies minières, ça sert à quoi? Ça sert à acheter la conscience de ceux qui les aident à frauder les élections. De ceux qui les aident à frauder les élections. Je répète encore, ça sert à acheter la conscience et le silence de ceux qui les aident à frauder des élections. C'est des milliards qui sont déversés dans cet achat de conscience. Ce n'est pas de l'argent qui est investi dans la campagne, parce que Faure Gnassingbé sait qu'aucune campagne ne peut jamais lui faire gagner aucune élection au Togo. La campagne, c'est le folklore. Campagne, là, c'est du cantata pour Faure Gnassingbé. C'est juste pour qu'on dise qu'au Togo aussi, il y a eu campagne et qu'il y a eu élection. Le vrai travail, c'est corrompre les militaires togolais. Corrompre les dirigeants même d'autres nations. Corrompre les diplomates. Corrompre les commissions électorales. C'est à cela que sert l'argent côte en côte de la campagne que Faure Gnassingbé prélève. Mais ce n'est même pas que dans ces situations-là que l'argent est prélevé. Depuis les temps des Adema, quand il célébrait sa fête macabre là, le 13 janvier, quelqu'un qui célèbre le jour où il a tué quelqu'un d'autre, le jour où il a assassiné Olympio, il en a fait une fête nationale, la plus grande fête du Togo pendant plus de 30 années. Adema appelait les patrons des agences étatiques, même les banques nationales, BTD, UTB, BTCI, et demandait qu'on lui envoie des milliards pour sa célébration. On distribuait des millions aux militaires.
les généraux prenaient des dizaines de millions, ensuite les colonels, ensuite les capitaines, les sous-officiers, chacun reçoit un peu. Et puis après, on distribue le reste à ceux qui vont danser, les animateurs et puis les applaudisseurs. Ça, c'est à cela que servait l'argent des ressources naturelles du Togo. Alors, ne soyons pas surpris que depuis plus de 40 ans, le Togo soit systématiquement en faillite chaque année. Que depuis plus de 40 ans, le Togo soit systématiquement en faillite chaque année. C'est-à-dire que depuis que Faure Gnassingbé est président et son papa, une seule fois où eux, ils ont dit que cette année, on a terminé, qui n'est pas déficitaire. Nous sommes systématiquement en faillite chaque année. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de ces 3 piliers qui garantissent l'essor économique d'un pays? Je vous dis encore que l'essor économique d'un pays n'a souvent pas grand-chose à voir avec les choix industriels du pays. Chaque pays peut choisir une industrie dans laquelle, il a un avantage comparatif. Si c'est plus facile pour vous de produire le manioc, par exemple, vous produisez le manioc. Et si c'est plus facile pour vous, par exemple, de faire la pêche, vous faites la pêche. Si c'est plus facile pour vous d'investir, par exemple, dans l'intelligence artificielle, vous le faites, etc. Ce n'est pas seulement ça. Le choix industriel de l'industrie joue un certain rôle, mais ce n'est pas le rôle principal. Alors, les beaux discours qu'ils font avec on a construit quelle zone économique, on a construit ceci, on va produire des tricots au Togo, on va produire des serviettes au Togo. C'est du bluff. Si vous voulez fabriquer des diamants au Togo avec de l'eau, le Togo restera pauvre. Si vous voulez transformer l'air que les Togolais respirent en or, le Togo restera pauvre. Si vous voulez même cueillir les feuilles sur les arbres, tous les arbres au Togo, séchez-les, faites-en des papiers en dollars. Le Togo restera pauvre. Pourquoi? Parce que l'argent des Togolais, vous l'investissez à l'étranger. Ensuite, vous punissez les Togolais avec les impôts. Et tertio, votre corruption fait que vous prenez de l'argent dans tous les secteurs publics. C'est impossible que l'argent reste. C'est impossible pour le Togo de devenir riche dans ces conditions-là. Ceci nous ramène donc à un élément principal. Qu'est-ce que ces 3 piliers ont en commun? La justice fiscale, la gestion responsable des ressources et la gouvernance transparente. Qu'est-ce que ces 3 piliers ont en commun? Le politique. Je ne parle pas de la politique, je parle du politique, le politique masculin. C'est-à-dire le pouvoir politique. Voilà pourquoi des gens qui viennent nous servir des discours creux. Oh, économie d'abord, démocratie après, liberté après. Et ils nous donnent ensuite des exemples bidons. Oh, regardez la Chine. Ils ont le même régime depuis des années. Ils ne souffrent pas. Regardez l'Arabie Saoudite. Ils ne sont pas une démocratie. Ils ne souffrent pas. Mais est-ce que Faure Gnassingbé et ses ministres accepteront que la peine de mort qui s'applique à la corruption en Chine, au Vietnam, au Cambodge et ces autres pays s'applique aussi au Togo? Est-ce qu'ils seraient d'accord qu'on les exécute pour avoir volé l'argent du citoyen togolais? L'on ne peut pas sortir du Togo, de la pauvreté dans laquelle elle baigne, sans changement du système politique.
Et l'on ne peut pas changer le système politique du Togo sans changer ceux qui sont à la tête de l'État togolais. En fait, c'est la mathématique la plus facile à faire. C'est une équation sans inconnu. C'est impossible de parler de développement économique sans toucher ceux qui dirigent le Togo. Vous avez beau crier, vous avez beau promouvoir entrepreneuriat, comme si les gens vont vendre aux moutons. Ceux qui vont entreprendre là, ils vont entreprendre d'abord avec quel argent? Et ils vont vendre à qui? Depuis quand est-ce que les pauvres consomment? Les pauvres subsistent, ils ne consomment pas. Le pauvre, il survit. D'abord, ses besoins primaires même, il n'a pas d'argent pour pouvoir les remplir. Il va consommer quoi de surplus dans la pauvreté? Donc l'entrepreneuriat, c'est pour vendre aux moutons ou bien c'est pour vendre aux chèvres. L'innovation, c'est pour quel marché? Il est impossible que le Togo puisse atteindre un jour une croissance économique et sortir de la faillite sans le départ de ces sorciers qui boivent le sang des Togolais depuis 60 ans. Il n'est pas ici question de ressentiment, de haine, de colère. C'est la logique. Ils le savent. Nous le savons. Alors, ces personnes vont de conférence en conférence tromper le monde entier. Chaque année, Faure Gnassingbé a un nouveau projet économique. Chaque année, il a un nouveau projet économique. Si ce n'est pas le pain qu'il veut fabriquer avec les... Comment appelle-t-on? Le manioc. C'est les vélos électriques et les motos électriques qu'il fabrique aux Z-Man dans un pays où il n'y a pas d'électricité. Si ce n'est pas les motos électriques qu'il fabrique aux Z-Man dans un pays où il n'y a pas d'électricité, c'est les serviettes qu'il veut exporter aux États-Unis. Quand ce n'est pas les serviettes qu'il veut exporter aux États-Unis, c'est le maïs qu'il veut transformer en essence. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où chaque année, on invente un nouveau projet économique pour le pays. Et depuis 45 ans, chaque année, nous sommes en faillite. Et personne n'est scandalisé par cela. Pourquoi? Parce que nous avons accepté notre sort. Je vous le disais au début de cette vidéo que le plus grand financier du Togo, c'est la diaspora togolaise. 650 millions de dollars qui sont envoyés chaque année par la diaspora togolaise. Pour ceux qui nous ont pris dans ce live en cours, je vais encore refaire le tour des pays que j'ai cités, d'où proviennent les montants les plus importants de la diaspora togolaise. États-Unis, 47 millions de dollars envoyés chaque année par la diaspora togolaise, 25 milliards de francs CFA. Deuxième position, diaspora togolaise au Gabon, 44 milliards de dollars envoyés chaque année. Plus de 20 milliards de francs CFA. Troisième position, Espagne, 29 millions de dollars envoyés chaque année. Quatrième, France, 22 millions de dollars envoyés chaque année. Côte d'Ivoire, cinquième, 18 millions de dollars envoyés chaque année. Burkina Faso, sixième, 12 millions. Congo-Brazzaville, septième, 8 millions. Allemagne, huitième, 7 millions. Nous envoyons plus d'argent au Togo que tous les investisseurs que Faure Gnassingbé et la chorale de ministres qu'il a créée là,
qui se promènent avec lui pour aller chanter dans tous les pays du monde. Les investisseurs qu'ils disent qu'ils font venir au Togo. La diaspora togolaise donne plus d'argent au Togo que tous ces investisseurs qui se promènent de pays en pays pour dire qu'ils vont chercher. Leur travail de janvier jusqu'à décembre, c'est la promenade internationale. Eux, ils sont en vacances 12 mois sur l'année, en train de chercher des investisseurs invisibles. Mais qui va venir investir au Togo? Et ceci me pousse dans la deuxième partie de ce live où je vais vous parler des éléments qui empêchent même l'investissement au Togo. Parce que on a l'impression qu'au Togo, on aime vivre dans un monde imaginaire où des gens nous racontent des conneries chaque année et on le boit et on accepte notre sort. D'abord même que Faure Gnassingbé et ses ministres viennent parler d'investissement à quelqu'un, c'est se foutre de la gueule de la personne. Parce que le Togo ne remplit aucun critère attrayant pour des investisseurs sérieux et des investisseurs qui peuvent contribuer à la croissance économique du pays. Là encore, je vais expliquer le problème à deux niveaux. J'ai bien dit investisseurs sérieux qui peuvent contribuer à la croissance économique du pays. Vous savez, dans les années 90, vers la fin des années 90, EADEMA a été convaincu par les institutions internationales que nous savons tous travaillent pour ces nations coloniales qui veulent continuer par extraire des ressources de nos pays, à introduire ce qu'ils appelaient la zone franche. Et EADEMA avait fait des discours où on a même ramassé des gens dans les villages pour venir lire des motions, pour remercier le président pour sa politique d'ouverture et son intelligence inouïe. Grâce à la zone franche qui allait créer, selon EADEMA, 10 000 emplois au Togo chaque année. La magie. 10 000 emplois au Togo chaque année. La solution magique pour faire des Togolais des petits Émiratis. Où en sommes-nous avec la zone franche 30 ans plus tard? Je vais vous dire quels étaient les contours de cette zone franche qui a été introduite pour légaliser l'esclavage dans notre pays. Alors, ces compagnies occidentales, multinationales, se sont rendues compte que le coût de vie, le train de vie, les SMIC imposés dans les pays occidentaux ne leur permettaient pas de faire autant de profits que possible. Ce sont des capitalistes. Alors, qui dit capitalisme, surtout capitalisme sauvage, c'est minimiser les dépenses et augmenter les revenus. Alors, en bon capitaliste, ils ont décidé de délocaliser les commerces et les entreprises à faible revenu, les industries, à faible revenu dans les pays pauvres. C'est-à-dire que pour une compagnie américaine ou allemande ou française ou italienne, ils ne vont pas payer 1 000 € le mois pour que des gens assemblent certains outils dans les usines ou bien fabriquent des microchips comme on l'appelle, ou bien fabriquent des mèches ou bien des t-shirts, etc. Pour pouvoir rabaisser leur coût de production, ils ont décidé de délocaliser ces entreprises-là dans les pays pauvres. Mais s'ils l'avaient même fait dans les règles, là n'aurait pas été un problème. Ils ont réussi à convaincre nos dirigeants de développer ce qu'ils appellent la zone franche. Et la zone franche venait avec certains critères. On a réussi à convaincre
les lave-marmites, les toqués qui dirigeaient les pays comme le Togo, les Yadema qui peinaient à peine, qui ne pouvaient même pas lire son nom. On a convaincu ces toqués-là que si vous voulez les investisseurs, vous devez créer des conditions qui sont propices et alléchantes pour ces investisseurs. Alors, première chose, les lois du travail de votre pays ne s'appliquent pas à ces investisseurs. Deuxième chose, vous allez passer des lois. Excusez-moi. Excusez-moi. Je pense que j'ai des difficultés avec mon live. Je ne sais pas ce qui se passe. On m'informe que le live va être coupé. Bon, je vais essayer de le régler. Au pire, je reviens. Ok, voilà. Nous sommes de retour. Alors, je disais qu'ils ont réussi à convaincre les toqués qui dirigeaient le Togo qu'il fallait créer des conditions propices aux investisseurs avec la zone franche. Première chose, les lois du travail du pays ne s'appliquent pas à ces gens-là. Deuxième chose, leur donner la possibilité d'investir sans payer d'impôts. Ils sont passibles d'impôts. Troisième chose, ne pas exiger d'eux et de leurs expatriés, c'est-à-dire que leurs travailleurs qualifiés qu'ils font venir, de se soumettre aux lois des pays concernés. Et les toqués qui dirigeaient nos pays là, hein, les toqués, c'est pas pour rien qu'on a mis des toqués à la tête de nos pays, hein. C'était fait exprès. Les toqués, il y a des mailles et son gang là. Ils ont signé. Ah, tellement il était convaincu qu'il a découvert la solution magique pour créer 10 000 emplois au Togo chaque année. Quelle a été la conséquence? C'est que vu que les pays de la zone franche, les entreprises sous la zone franche ne sont pas tenues de suivre les lois du travail du marché local, ils peuvent embaucher et renvoyer les gens comme ils veulent. Ils peuvent faire travailler les gens 10 heures par jour, 12 heures par jour, 15 heures par jour, 18 heures par jour, même 24 heures sur 24, sans craindre les représailles de la justice. Ils peuvent payer en deçà du SMIC, sans craindre les représailles de la justice. Les travailleurs n'ont aucune protection sociale, aucune assurance en cas de blessures et d'accidents de travail. Aucun congé de maternité, aucune vacance payée, aucune assurance maladie et aucune pension retraite. Ça, c'est l'esclavage. Ce n'est pas de l'emploi. Parce qu'on paye aux employés des entreprises sous la zone franche moins que le SMIC, pas de congé, on leur fait travailler 2 à 3 fois plus que les autres, sans conséquence. On peut les embaucher et les renvoyer sans aucune conséquence, sans même les notifier d'avance. Tu peux aller au boulot demain et on t'informe que tu as été renvoyé. Il n'y a pas de compensation si tu est amputé par un accident de travail. Même si tu meurs dans l'usine en train de travailler, aucune compensation. Ça, c'est les conditions qui ont été créées par ces multinationales, approuvées par les toqués de dirigeants, pour soi-disant promouvoir la création de l'emploi. Ce n'est pas tout. Dans le cas du Togo,
Les entreprises sous la zone franche sont passibles d'impôts pendant 10 ans. Renouvelable, hein? C'est-à-dire que vous ouvrez une entreprise dans un pays, vous ne payez aucun impôt pendant 10 ans. Parce que vous êtes en train de créer de l'emploi. Pendant ce temps, les entreprises des Togolais qui peinent même à avoir des revenus, on les pourchasse, on les ferme parce qu'ils ne payent pas des impôts. Et nous avons des multinationales togolais qui viennent au Togo, qui créent des entreprises où ils exploitent des gens. Des sociétés où des femmes travaillent 18 heures par jour. Jusqu'à même faire des fausses couches. Quand on regarde le cas des sociétés comme Meshamina, Meshnina, il y avait des scandales comme pas possible. Des sociétés comme Ranco, qui n'ont pas payé d'impôts pendant des décennies. C'est-à-dire que tout ce qu'ils produisent dans votre pays, 1 franc ne retourne pas dans votre économie. Et on exploite vos citoyens en les faisant travailler dans des conditions exécrables. Le soi-disant salaire qu'on leur donne là, c'est une pitance. C'est juste suffisamment pour les garder en vie. De la même manière que c'était avec les esclaves. Les esclaves, on les nourrissait. On les logeait dans des conditions horribles, certes. Mais juste assez pour qu'ils puissent continuer par vivre et travailler. La zone franche, c'est la modernisation de l'esclavage. Et ça, c'est les solutions-là que ces toqués qui nous dirigent viennent présenter avec le sourire aux lèvres, avec une fierté démesurée, une fierté aussi vaste que leur imbécilité, comme solution magique pour nous sortir de la pauvreté. Et vous pensez qu'avec ça, nous allons sortir de la pauvreté? Nous sommes la capitale de la pauvreté. C'est nous qui fabriquons la pauvreté. C'est impossible. Ensuite, je disais que seulement les compagnies de mauvaise foi peuvent venir investir dans des pays comme Togo. Pourquoi? Parce que dans certains pays du monde, les organisations de défense des droits des populations, certains partis soi-disant progressistes, etc., ont poussé à la création de certaines lois qui pénalisent les entreprises de ces pays qui ont des pratiques inhumaines, même dans des pays étrangers. Quand vous prenez par exemple certaines compagnies françaises, américaines, il a fallu que ce soit aux États-Unis que des ONG déposent plainte contre eux pour des pratiques inhumaines exercées en Afrique. La compagnie Shell au Nigeria, par exemple, Areva en France, par exemple, c'est aux États-Unis qu'ils ont été condamnés à verser des milliards pour leurs pratiques inhumaines. Alors, pour la plupart de certaines de ces compagnies, les conditions légales des pays dans lesquels ils sont enregistrés, de leur pays d'origine, leur empêchent d'accepter de travailler sous des projets inhumains comme la zone franche. Pourquoi est-ce que certaines compagnies, généralement aujourd'hui, c'est souvent des compagnies chinoises qui viennent, acceptent de venir dans ces conditions? Parce que les compagnies n'ont qu'un objectif, c'est de faire le profit. Pour pouvoir faire le profit, comme je le disais plus tôt, il faut réduire les charges et augmenter les revenus. Les conditions de production au Togo sont tellement exécrables
que pour pouvoir faire une entreprise viable au Togo, il faut couper quelque part, il faut exploiter quelque part. Et quelles sont ces conditions exécrables-là qui rendent l'atmosphère impossible aux investisseurs au Togo? La première, c'est la crise énergétique. L'un des principaux facteurs de production dans presque toutes les industries du monde, c'est l'énergie. Il n'y a pas un seul pays sur cette planète qui a des crises énergétiques et qui est riche. Tous les pays pauvres de ce monde ont des problèmes énergétiques. La pauvreté énergétique va de pair avec la pauvreté sociale et économique. Dans le cas du Togo, depuis que Senya Singbe sont au pouvoir, plus de 90% de l'énergie au Togo provient des pays étrangers, le Nigeria et le Ghana. Ils n'ont investi en rien. C'est-à-dire que leur truc de photovoltaïque de Blita, là, ça ne peut même pas alimenter 2 quartiers au Togo. Nous dépendons presque totalement d'autres pays pour l'énergie. Mais nous ne sommes pas le seul pays du monde qui dépend d'autres pays pour son énergie. Mais avant de dépendre de quelqu'un pour vivre là, il faut savoir, il faut se demander si l'autre aussi en a assez pour survivre. Le Nigeria lui-même et le Ghana lui-même ont aussi des problèmes énergétiques. Tellement sérieux que ceux-ci ont décidé de réduire la quantité d'électricité qu'ils peuvent nous vendre. Parce qu'il faut sérieux que ceux-ci ont décidé de réduire la quantité d'électricité qu'ils peuvent nous vendre. Parce qu'il faut en avoir suffisamment même pour vendre aux autres. Ils sont obligés de le faire à cause de certains accords. Mais eux-mêmes, ils n'en ont pas assez. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que le taux de production au Togo est extrêmement élevé. Parce que, primo, nous n'avons pas assez d'énergie pour alimenter les entreprises et les usines. Et donc, le déficit est substitué par le carburant avec les groupes électrogènes. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'il faut un investissement colossal. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'il faut un investissement colossal avant de pouvoir faire tourner même des industries élémentaires. Et les investisseurs ne vont pas venir construire l'infrastructure principale, primaire, qui va générer l'énergie avec laquelle maintenant, eux, ils vont produire leurs services et leurs marchandises. C'est à l'État de le faire. Mais l'État ne le fera pas. Parce que nous avons des toqués à la tête du Togo. La troisième conséquence, c'est quoi? C'est que non seulement les coûts d'opération sont extrêmement élevés, ce qui fait que les investisseurs ne viennent pas, c'est que le marché local est quasiment inexistant. Les Togolais ne consomment pas. Je disais encore plus tôt que le pauvre ne consomme pas. Le pauvre subvit. Le pauvre n'a même pas assez pour prendre en charge ses besoins primaires. Ce n'est pas les parfums, les gadgets électroniques, les chaussures de luxe, les sacs à main de luxe, les appareils électroménagers, les meubles que le pauvre va aller acheter. Le taux de pauvreté au Togo dépasse 60%. Et même les 40% là, sur papier, ils ne sont pas pauvres, mais en réalité, on connaît qui est qui. Donc, nous avons un marché local inexistant.
Alors, ceux qui vont venir investir au Togo, ils doivent prévoir l'exportation. Parce que les Togolais ne peuvent pas consommer ce qu'ils vont produire au Togo. Les Togolais sont trop pauvres pour ça. Alors, ces compagnies préfèrent donc investir dans des pays qui ont la capacité de consommer, qui ont des conditions énergétiques plus propices, pouvant permettre la réduction de leur taux, de leur coût d'opération. Encore une fois, je vous dis, c'est de la mathématique pure et simple. Il n'y a pas de conditions de production favorables. Il n'y aura pas d'investisseurs. Et les conditions de production favorables qu'ils créent pour donner des incentives, en anglais on dit, à ces compagnies frauduleuses pour investir, c'est ces conditions de travail cruelles, inhumaines, sauvages qu'ils donnent sous la zone franche. La conséquence, c'est quoi? C'est que avec ce type d'emploi que les gens gagnent sous ces entreprises sauvages de la zone franche, ils ont des conditions encore plus médiocres que celui qui n'a pas de travail. Ils souffrent encore même plus que ceux qui sont au chômage. Parce que pour eux, leur travail, ce n'est pas de l'emploi, c'est de l'esclavage. Dans ces conditions, nous allons nous développer comment? Nous sommes un peuple qui vit du djara. Tout le Togo vit du djara. Tout le Togo vit de la mendicité. Même le Togolais qui ne reçoit rien d'aucun parent de la diaspora vit de la mendicité. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une économie est un ensemble. De la diaspora vit de la mendicité. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une économie est un ensemble. Si tu es commerçant et que tu vends des produits vivriers, tu n'as pas de parents qui t'envoient de l'argent de la diaspora. Mais tu as des clients qui viennent consommer grâce à l'argent que leurs parents leur ont envoyé de la diaspora. Quand tu as une école, les élèves qui viennent s'inscrire ont parmi eux certains dont la scolarité est payée par des parents de la diaspora. Même ceux qui sont dans les services funèbres, c'est les parents de la diaspora qui vont cotiser pour les funérailles. Donc, où le Togolais lui-même dépend directement de l'argent de la diaspora, ou son entreprise dépend des clients qui, eux, sont sponsorisés par la diaspora. Voilà pourquoi je dis que tout le Togo vit de la mendicité. On sort les 650 millions de dollars que la diaspora injecte dans l'économie togolaise chaque année. Le pays s'écroule. Ce n'est pas des chiffres que j'invente. Les 650 millions de dollars, c'est les chiffres de la BCEAO. J'invente. Les 650 millions de dollars, c'est les chiffres de la BCEAO. Alors, ceci me conduira maintenant dans la dernière partie, avant de clore ce live. Quelles leçons devons-nous tirer de cette présentation que j'ai faite, de la gestion économique catastrophique de Gnassingbé Ier et Gnassingbé II, de la dynastie des Gnassimbéides, qui dirige le Togo depuis 60 ans? Quelles leçons devons-nous tirer? La première leçon, c'est que rien ne changera au Togo tant que ces gens-là ne quitteront pas le pouvoir. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas comment gouverner. C'est qu'ils existent pour voler. Faure Gnassingbé
Il est excellent dans son travail. Parce que son travail, c'est le pillage. Et c'est pareil pour ses ministres. On ne peut pas donner un violon à un pianiste et espérer qu'il joue bien. Faure Gnassingbé fait le travail pour lequel il a été recruté. C'est extraire les ressources des Togolais. Il est donc excellent dans son travail. Deuxième chose, la diaspora togolaise est plus puissante et plus importante qu'elle ne le pense. Elle est le pilier économique principal de ce pays. Quand vous voyez Faure Gnassingbé et sa chorale Sainte Mendicité se promener dans le monde pour aller rencontrer les bailleurs de fonds. Aujourd'hui, ils sont à Washington. Demain, ils sont à Paris. Après-demain, ils sont à Berlin. Ensuite, ils sont à Doha. Et puis après, ils partent à Dubaï. Ils se promènent dans le monde pour aller mendier. Combien de fois est-ce qu'ils ont approché la diaspora togolaise? Si véritablement ils cherchaient de l'argent là, le bon sens aurait voulu qu'ils s'approchent de ceux-là qui sont les premiers donateurs du Togo et les premiers investisseurs du Togo. Mais avec sa chorale Sainte Mendicité, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller vers la diaspora. Pour que le Togo puisse se développer, il faut une forte collaboration avec ces Togolais qui ont de l'argent pour investir au Togo. Pourquoi? Parce que les véritables compagnies étrangères n'ont aucune véritable raison de vouloir investir dans un pays qui n'a rien à offrir, où les gens sont si pauvres qu'ils ne peuvent pas consommer et les taux de production sont exécrables. C'est seulement ceux qui fabriquent des trucs bidons là, les mèches, les produits décapants et puis les tapettes de 200 francs là, qui peuvent venir et exploiter les gens dans leurs usines et leur payer 50 000. Non, 50 000 c'est trop. 15 000 francs le mois pour 18 heures de travail par jour. La diaspora, elle, malgré les conditions d'investissement opaques, investira au Togo. Au-delà même de l'argent qu'elle envoie pour la subsistance de ses proches. Pourquoi? Parce que la diaspora togolaise, ce sont d'abord des Togolais. Les Togolais de la diaspora auront beau changer de pays, voire même changer de nationalité. Ils ne changeront jamais leur identité. Et ils n'oublieront jamais cet attachement à leur nation. Ce sont les seuls qui peuvent investir dans un pays où les conditions d'investissement ne sont pas propices. Les gens le font pour leur pays, par patriotisme, par amour pour leur nation. Les gens le font parce qu'ils veulent aider, ils veulent contribuer. Ils veulent soutenir ceux qui sont restés chez eux. Cet attachement que la diaspora togolaise a envers le Togo, les Américains ne pourront jamais l'avoir. Les Allemands ne pourront jamais l'avoir. Les Chinois ne pourront jamais l'avoir. Les Italiens ne pourront jamais l'avoir. Les Émiratis ne pourront jamais l'avoir. Parce qu'ils ne sont pas des Togolais. Mais Faure Gnassingbé, sa chorale Sainte Mendicité, ils se promènent pour mendier de pays en pays. Ils vont même dans les pays où se trouve cette diaspora. Mais ils ne les approchent jamais. Ils vont même dans les pays où se trouve cette diaspora. Mais ils ne les approchent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est à cause d'eux que ces Togolais-là sont à l'étranger. Ezuela Blewa. La diaspora gabonaise togolaise au Gabon qui envoie 44 millions de dollars chaque année. Deuxième après la diaspora togolaise aux États-Unis. Regardez la taille du Gabon même en termes de population. Moins de 2 millions. Les États-Unis sont un pays de 300 millions quand même. La population totale du Gabon, moins de 2 millions.
Regardez la taille de la diaspora gabonaise au Gabon. Et regardez le montant qu'ils envoient. C'est énorme. C'est immense, c'est colossal. Même dans les pays de la sous-région, diaspora togolaise au Burkina, 18 millions de dollars chaque année. Ils envoient plus d'argent que la diaspora togolaise, même en Allemagne. Les Togolais du Burkina. Les Togolais du Congo, 8 millions de dollars chaque année. Ils envoient plus d'argent que la diaspora togolaise qui est en Suisse, en Hollande, etc. Mais Fronia Simbe n'approche jamais ces Togolais-là. Parce que c'est lui et son papa qui les a chassés. Parce que c'est la sauvagerie de son papa et de lui-même qui a conduit ces Togolais à l'étranger. Il ne va donc pas oser aller se pointer devant ces mêmes Togolais que leur sauvagerie a chassés pour aller vouloir travailler avec eux. D'ailleurs, ces Togolais ne le permettront même pas. Parce que ceux qui sont les plus déterminés à faire partir ce pouvoir, c'est les Togolais de la diaspora. Donc, ils sont conscients que nous sommes leurs ennemis. Ils n'oseront donc pas nous approcher. Ils ne peuvent pas. Ils ont un bléau. Quand ils vont dans ces pays-là, ils passent en catimini et puis ils disparaissent. Les rares fois que vous les voyez, c'est quand les enfants de leur propre baron organisent un cocktail quelque part pour les recevoir entre eux. Ils ont peur de la diaspora. Ils ont peur de la diaspora. Parce qu'ils savent que ces Togolais qui sont partis, ils ont le cœur lourd. Ça, c'est la première des choses. Ces Togolais qui sont partis, ils ne dépendent pas d'eux et ils n'ont pas peur d'eux. Parce que nous, on l'a dans la diaspora, rien. Ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Ça, c'est la deuxième chose. Ils sont aussi conscients du fait que les Togolais qui sont partis, ils ont une ouverture d'esprit qui fera qu'ils ne peuvent pas les embobiner. On m'a été floué. Donc, leur chorale sans mendicité se promène dans le monde. Soi-disant pour chercher des investisseurs. Quand les vrais investisseurs du Togo sont là. Et ils la fuient. Alors, je vais conclure en disant ceci. Vous savez, moi, je me suis fait connaître dans la résistance togolaise depuis la diaspora. Parce que c'est quand je suis partie aux États-Unis où j'ai trouvé l'Internet gratuit que j'ai commencé par utiliser les réseaux sociaux pour parler du Togo. J'ai été l'une des premières personnes à faire des vidéos sur le Togo en 2009, 2010, 2011, quand le taux de pénétration de l'Internet au Togo était à peine de 10%. Mais pendant toutes ces années que j'ai fait cette résistance, jusqu'à mon départ des États-Unis, que j'ai quitté depuis 2016. Beaucoup de Togolais ne savent pas que je ne vis plus aux États-Unis depuis 8 ans maintenant. Ça fera bientôt 10 ans que j'ai quitté les États-Unis. La principale critique que je reçois des Togolais les plus abrutis et imbécilisés par le système de Nsingbe, c'est ouais, si vous aimez tant le Togo, pourquoi vous restez à l'étranger? Si vous aimez tant le Togo, pourquoi vous restez à l'étranger? Si vous voulez vraiment lutter là, descendez, venez lutter au Togo. Ceux qui disent cela, ce qu'ils pensent vouloir nous faire croire, ou ce qu'ils pensent vouloir nous dire pour nous faire mal, c'est que nous sommes des peureux et que nous sommes des poltrons. Et c'est parce que nous sommes des queureux et des poltrons que nous avons la grande bouche. Mais eux et nous savent que c'est le contraire. Il n'y a pas un seul ministre togolais
ni Faure Gnassingbé lui-même, qui peut se promener dans son quartier sans aucune sécurité. Les vrais peureux, c'est eux. Mais tellement ils ont été imbécilisés par le système, qu'ils ont des raisonnements abécédaires d'enfants de CP1, en demandant à des gens qui n'ont pas de garde-corps, qui n'ont pas de mitraillettes, qui n'ont pas de chars, qui n'ont pas d'armes à feu, de venir confronter physiquement des personnes qui ont ces ressources-là. Et pour eux, c'est en disant à ceux qui n'ont pas les armes de venir confronter physiquement ceux qui prennent l'argent du contribuable pour acheter les armes, qu'ils démontrent que ceux qui n'ont pas les armes sont des peureux. Mais pour que tu aies fanamia, et tu as fanami ou morgue b casier. C'est où le bon sens dans ça? Mais pendant ce temps, ceux-là qui choisissent les 3 jours de promenade au bord des plages, ceux-là qui choisissent les 3 jours de promenade au bord des plages sales de Lomé pendant leurs vacances, et la ferme sur les conditions, les 3 jours de promenade au bord des plages sales de Lomé pendant leurs vacances, et la ferme sur les conditions sauvages dans lesquelles leurs populations sont traitées. C'est eux qu'ils célèbrent comme les intelligents et les courageux. Parce que nous venons d'un pays où on nous a convaincus depuis l'enfance que nous avons une culture de poltron. On nous éduque dans la peur. On nous élève dans la peur. On nous inculque la peur comme une vertu. C'est l'éducation togolaise. Et avec cette imbécilisation que nous avons subie pendant 50 ans depuis l'enfance, on s'étonne que d'autres pays se libèrent et nous sommes toujours là. Vovon no to etinagbe, hebak be million. Vovon no to bak be million. Vovon no to bak be a. Enyina ya do bak be. Vovon no to bak be a. Enyina japopo bak be. Vovon no to bak be, enyina wa me no bak be. Vovon no to bak be, enyina me tafu bak be. Ano le vont tana fami. Nous les voilà nous saporodjio. Et c'est pour ça que nous sommes le pays que nous sommes. Avec l'éducation de poltron que nous recevons. Quand dans d'autres pays, les parents disent à leurs enfants, n'accepte que personne ne te triche. Choisis la mort même s'il le faut. Ne laisse personne te prendre ce qui ne t'appartient pas. Nous, on nous dit, c'est le peureux qui reste en vie. Mon enfant laisse. S'ils veulent prendre tout, même donne-leur tout. S'ils Faure Gnassingbé veut même que vous vous mettez nus, donnez-leur vos caleçons. Parce que c'est Vovon Noto qui t'inagbe. Parce qu'on nous a inculqué que la vie misérable est mieux que la mort. Et c'est dans cette logique-là que les totos, les tarés, recrutés pour être les perroquets du régime, vont dire à ceux qui brisent le silence que s'ils sont courageux, qui viennent se confronter aux chars, s'ils sont courageux, qui viennent se confronter aux mitraillettes et aux AK-47, dans un pays qui dépense plus dans les armes que même dans la santé. Et c'est ce raisonnement-là que eux, ils pensent être intelligents. C'est le silence dans la peur qu'ils appellent l'intelligence et la bravoure. C'est ça qui fait eux leur fierté. Des gens qui choisissent de la fermer parce qu'ils ont peur. Et donc on dit aux Togolais de la diaspora qui refusent le silence, qui rejettent le statu quo, qui choisissent l'exil juste pour pouvoir éveiller les consciences, dénoncer ce régime, exposer leur malversation. On dit à ces Togolais-là
que ce sont eux qui ne sont pas patriotes. Hein. Ce sont les peureux, les poltrons, qui sont les vrais patriotes. Parce que se promener 3 jours devant des plages remplies de caca est plus important que de lutter pour que chaque enfant togolais ait 3 repas par jour. Ce que je voudrais dire ici, c'est quoi? C'est que aussi longtemps que ceux qui sont restés au Togo ne comprendront pas que les principales personnes qui peuvent les aider à vaincre ceux qui les piétinent au Togo, c'est la diaspora. Ils ne s'en sortiront pas. J'avais une fois publié un article que j'avais repartagé sur ma page Facebook et de cela quelques semaines, où je citais l'exemple des Juifs et de l'Israël. L'Israël compte 8 millions d'habitants. Mais la diaspora israélienne est de 9 millions. Elle compte 8 millions d'habitants. Mais la diaspora israélienne est de 9 millions. Ce grâce à qui l'Israël continue d'exister comme pays aujourd'hui, c'est la diaspora israélienne. Elle a infiltré tous les systèmes politiques, économiques, académiques, même sportifs de la planète. Les clubs de sport, les Juifs achètent. Les gouvernements étrangers, ils sont dedans. Les institutions universitaires, ils sont là-bas. Ils investissent. Ils sont dans les conseils d'administration de toutes les grandes puissances, des institutions internationales de ce monde. C'est eux qui décident. Et à cause d'eux, je ne dirais pas grâce à eux, à cause d'eux, l'Israël se permet de faire ce que l'Israël fait en Palestine. Et ça n'arrive pas quelque part. Regardez le Liban. Il y a 5 millions. Regardez le Liban. Il y a 5 millions de Libanais qui vivent au Liban. Il y a 20 millions de Libanais qui sont à l'étranger. Le Liban est le seul pays du monde où la diaspora est beaucoup plus grande que ceux qui vivent dans le pays. Mais que font les Libanais ailleurs? Est beaucoup plus grande que ceux qui vivent dans le pays. Mais que font les Libanais ailleurs? Est beaucoup plus grande que ceux qui vivent dans le pays. Mais que font les Libanais ailleurs? L'argent qu'ils gagnent en s'instalant dans les pays de tout le monde là. Avant, je pensais que c'est seulement en Afrique de l'Ouest qu'on trouve les Libanais. Ou plutôt en Afrique. Avant, je pensais que c'est seulement en Afrique qu'on trouve les Libanais. J'ai été choquée de voir que les Libanais sont encore plus nombreux en Amérique latine. Vous allez en Colombie, les Libanais sont versés. Vous allez en Argentine, ils sont partout. Mais l'argent qu'ils gagnent, ils investissent en Libye. Au Liban. Ils envoient au Liban pour développer le Liban. Voilà pourquoi malgré des années de guerre, d'attaques, de bombardements, avec les nations les plus puissantes de ce monde, le Liban n'est pas tombé, ne s'est pas effacé. Mais pourquoi et comment est-ce que la diaspora libanaise et la diaspora juive arrivent à contribuer à l'essor économique et à la puissance politique de leur pays? C'est parce qu'ils ont un climat politique favorable qui le permet. Ils travaillent ensemble avec leur gouvernement pour la survie de leur État. Dans le cas du Togo, c'est le contraire. Ce sont ceux qui veulent nous tuer qui sont à la tête du Togo. Nos compétences, ils n'en veulent pas. Notre argent, ça ne les intéresse que quand ils peuvent nous exploiter nos parents. Les Togolais de la diaspora
même les plus riches et les plus influents, ils n'arrivent pas à aider le Togo comme ils le souhaitent. Parce que pour le faire, il faut accepter. Il faut accepter de travailler avec ce régime d'incompétents notoires. Certains ont essayé, ils ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont encore fui. C'est impossible. Les Togolais proposent des projets sociaux pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux, pour construire des universités au Togo. La chorale, cette mendicité refuse. Ils sont même en train de proposer, ils ont un projet de loi à l'Assemblée actuellement qui va exiger que, même pour les ONG là, c'est l'État qui recevra l'argent pour faire les projets des associations et des ONG. Ce qui veut dire que même les petits projets que les gens ont pour aider à construire un dispensaire dans un village ou construire une école dans un village, l'argent là va être envoyé encore aux voleurs qui dirigent le Togo. Et c'est à eux maintenant de prendre même l'argent donné comme cadeau. De prendre même la charité qu'on donne aux Togolais qu'ils ont déjà volé pour l'administrer. C'est le projet de loi que ces sorciers ont encore introduit au Togo. Parce que ce qu'ils volent des Togolais, ça ne leur suffit pas. Il faut maintenant trouver le moyen de voler aussi la diaspora. Et avec ça, vous voulez qu'on sorte de la pauvreté. On ne peut pas. Le Togo ne sortira pas de la pauvreté sans la diaspora. Mais la diaspora togolaise ne peut pas composer avec ses sangsues. L'équation est donc insolvable. Sans la diaspora, le Togo n'est rien. Mais avec ce régime au pouvoir au Togo, la diaspora ne fera rien. Au-delà du minimum. Qui est d'aider leur famille à subsister, de prendre en charge leurs besoins primaires. La diaspora togolaise n'a pas le libre champ pour faire du Togo ce que la diaspora libanaise a fait du Liban, ce que la diaspora syrienne a fait de la Syrie, ce que la diaspora juive a fait de l'Israël. Pourquoi? Parce que le régime a peur de la diaspora togolaise. Ils ont assassiné les parents des gens. Ils ont tué des gens. Ils ont torturé des gens. Ils les ont chassés de leur pays. Vous pensez que ce sont ces gens-là qui vont venir composer avec eux? Jamais. Alors, il est temps pour les Togolais de comprendre que leur plus grand allié de la vie, c'est la diaspora togolaise. Que vous ayez un parent dans la diaspora ou pas, vous existez au Togo grâce à la diaspora togolaise. Je l'ai encore dit. Parce que sans l'argent que la diaspora togolaise envoie, personne ne peut consommer. La plupart des Togolais ne peuvent pas consommer. C'est une économie. L'économie, elle est circulaire. Celui qui va prendre l'argent chez son parent pour aller acheter le bol de maïs, ou bien va prendre de l'argent chez son frère pour payer l'écolage de son petit frère, de ses enfants, ou bien va prendre de l'argent chez sa soeur pour pouvoir soigner leur maman. Tout ça, c'est l'économie circulaire. Et avec un investissement qui dépasse l'ensemble des aides humanitaires et l'ensemble des investissements directs par les compagnies étrangères. Sans l'argent de la diaspora togolaise, le Togo sombre. Mais nous sommes la seule diaspora aussi qui, malgré sa forte contribution financière, est systématiquement exclue des décisions politiques. On ne veut même pas que la diaspora togolaise s'intéresse même à la politique. On ne veut même pas qu'on s'approche de la politique togolaise. On ne veut pas que la diaspora touche à l'action de la gouvernance. Et ils n'ont pas mieux que
que les cerveaux lobotomisés et les personnes imbécilisées par 50 ans de dictature pour leur servir de perroquet, dire aux gens, oui, si vous voulez lutter, venez au Togo. Pourquoi vous restez en dehors du Togo, faites la politique? Pourquoi vous restez au Togo et votre bouche se trouve dans un pays étranger? Votre pense dépend d'un pays étranger. Nous devons comprendre que forger une alliance avec la diaspora pour libérer le Togo est la seule porte de sortie. Il n'y a pas d'autre porte de sortie. C'est un one-way en fait. Ou soit les Togolais au Togo, d'autres portes de sortie. C'est un one-way en fait. Ou soit les Togolais au Togo accepteront de collaborer avec la diaspora pour faire tomber ce régime. Ou soit ils vont s'entêter à le faire seuls et ils vont continuer par échouer lamentablement. Et ils seront condamnés à souffrir avec cet tonton Macoute qui dirige le pays comme une prison. Ce n'est même pas discutable, car il n'existe pas d'autre alternative. 45 ans de faillite. Un pays qui a une balance déficitaire pendant plus de 45 ans. Dans les pays occidentaux, ils ont une balance déficitaire sur 1 an, 2 ans là. Les prochaines élections, le gouvernement là, on l'enlève. Le président a beau parler, on l'enlève. Nous, ça fait 45 ans que nous avons des toqués qui ont maintenu notre économie en faillite depuis 45 ans. Chaque année, hein. C'est-à-dire que chaque année, nous, on échoue. Depuis 45 ans, on échoue économiquement. Et ça ne nous étonne même pas. On ne sait même plus qu'on a échoué. Parce qu'on en est venu à penser que ce que nous vivons là, c'est ce qui est normal. On ne sait même pas qu'on est des adonclus. Parce qu'on pense qu'être adonclus, c'est le seul rang qui est. On ne sait même pas qu'on est des adonclus. Parce qu'on pense qu'être adonclus, c'est le seul rang qui existe dans le monde. À un pays en faillite. Et le Togo est un pays en faillite. Le Togo est en faillite à tous les niveaux. Pendant longtemps, la seule chose que ce régime a chanté à qui veut l'entendre pour justifier son existence, c'est la paix. Vous savez, j'ai étudié les relations internationales à l'université. Et je me suis spécialisée dans la résolution des conflits. Et aujourd'hui, je travaille depuis plusieurs années maintenant dans le secteur du contrôle des armes, de la prévention de la prolifération des armes et de la prévention des conflits. Il y a une phrase banale, simple, qui est enseignée aux étudiants et aux experts qui travaillent sur les questions de la prévention des conflits, de la résolution des conflits, etc. Cette phrase, je vais vous la dire. La paix n'est pas l'absence de la guerre. La paix ne signifie pas l'absence de la guerre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une guerre active dans un pays que ce pays-là est en paix. Ça, c'est la phrase principale, le premier enseignement qu'on reçoit. Ça, c'est la phrase principale, le premier enseignement qu'on reçoit en prévention des conflits. C'est que quand vous faites l'analyse de la situation d'un pays ou d'une communauté, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de guerre que cette communauté ou ce pays est en paix. Le Togo n'a jamais été en paix. C'est juste qu'il n'y avait pas une guerre.
active, dans le sens où différentes personnes ont pris des armes les uns contre les autres. Parce que pour qu'on parle de guerre, il faut qu'au minimum 2 parties prennent des armes les uns contre les autres. Mais quand vous avez une partie qui a des armes, qu'elle utilise pour opprimer l'autre partie, il n'y a pas de paix. La raison pour laquelle il n'y a pas de guerre, c'est parce que l'autre partie n'a pas encore trouvé l'argent pour acheter les armes ou les moyens de l'acquérir. Mais il n'y a pas de paix. La paix, c'est quand il n'y a aucune partie qui opprime et qui domine aucune autre. Ce n'est que dans ces conditions qu'on parle de paix. Et qui domine aucune autre. Ce n'est que dans ces conditions qu'on parle de paix. Le Togo n'a donc jamais été un pays. Le Togo n'a donc jamais été un pays de paix. Parce que pendant 50 ans, nous avions des sauvages avec des armes qui étaient des citoyens togolais. Mais revenons-en même à la propagande du régime d'Aïssimbe. Revenons-en même à la propagande du régime d'Aïssimbe. Oui, c'est grave que le Togo n'a pas de guerre. Si le Togo n'avait pas connu de guerre, là, c'est d'abord, encore une fois, à cause de l'éducation culturelle que nous recevons, où on nous dit que un peuple qui réfléchit comme ça ne peut jamais prendre les armes. Parce qu'il y a des bêtises que ce régime nous a fait subir. Ils ne peuvent pas essayer avec les Haoussa au Nigeria ou bien les Mandingues au Mali. Il y a des peuples qu'on ne peut pas embêter, quoi. Mais le Togolais, lui, subit. Parce que depuis l'enfance, on lui dit Agbe au cou. On va notre Tinagbe. Le peuple togolais n'est pas un peuple qui peut prendre des armes. C'est l'une des raisons pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, ces Tokés sont toujours au pouvoir. La deuxième raison, c'est parce que le Togo n'a jamais représenté un véritable enjeu géostratégique pendant longtemps pour aucun pays voisin. C'est le Bénin qui va venir attaquer le Togo pour prendre quoi au Togo? Ou bien c'est le Ghana qui va venir faire la guerre au Togo pour prendre quoi au Togo? Ou bien c'est le Burkina qui va venir faire la guerre au Togo pour prendre quoi au Togo? Mais aujourd'hui, que nous subissons la présence des djihadistes là, c'est aujourd'hui que nous allons voir la capacité de Faure Gnassingbé et de Seck Tonton Macoute de maintenir la paix. C'est aujourd'hui que nous allons voir de quoi est capable cette armée togolaise qui depuis 50 ans nous dit que c'est grâce à elle que nous avons la paix. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il est footballeur qui n'a jamais joué un match de foot. Mais sur sa carte d'identité, là, c'est écrit footballeur. Le jour que vous allez le mettre sur le terrain de foot, c'est là que vous saurez s'il joue vraiment ou pas. C'est aujourd'hui que Faure Gnassingbé va nous montrer s'il peut vraiment maintenir la paix. Et avec les images et les échos que nous avons des attaques au nord avec la frontière du Burkina Faso. Un régime hautement militarisé. Hein? Un régime hautement militarisé. Hein? De tous les pays voisins. Jusqu'à récemment, le Burkina Faso maintenant est une exception. Mais dans les dernières années, là, le Togo était le pays le plus militarisé de la sous-région. Nous dépensons jusqu'à 12% de notre budget national dans les acquisitions militaires. Faure Gnassingbé en 2013 était parti acheter des bateaux de guerre de plusieurs centaines de millions de francs l'unité. Il en a acheté 7.
pour combattre soi-disant les pirates dans la mer. Et il était fier. C'est aujourd'hui que nous allons voir à quoi servira toutes les armes, les hélicoptères de guerre, les chars, les avions de guerre que Foy Nassimbe, son papa, achète depuis des centaines, depuis des dizaines d'années. C'est maintenant qu'ils vont nous prouver qu'ils sont vraiment capables de maintenir la paix. Ce n'est pas la débandade que nous subissons avec nos militaires sous-équipés, affamés, épuisés au nord du Togo. Ils sont incapables de faire 3-4 attaques. Incapables de répondre. Et c'est ces gens-là qui vont nous dire qu'ils ont apporté la paix au Togo. Non.